et vous dire aussi, donc, pour celles et ceux qui sont pas, qui ont pas l'habitude de ces webinaires, mais c'est des webinaires qu'on organise depuis le début de l'année. Généralement, c'est le dernier jeudi de chaque mois. Là, je crois pas que ce soit le cas, non, c'est l'avant-dernier cette fois-ci. Mais voilà, on essaie d'aborder des sujets différents à chaque fois. On en a fait sur le handicap et l'inclusion, sur les violences sexuelles et sexistes, on a fait sur le numérique, l'intelligence artificielle. La semaine dernière, on a planté le panorama un peu large sur la transition écologique où Franck Besson de la Fédé 42 nous a présenté l'ensemble des outils qu'ils avaient développés. Et là, bah, l'idée aujourd'hui, c'est de profiter de la présence de Léna pour nous parler d'éco-anxiété, un sujet qu'elle connaît très bien, puisque ça fait 3 ans, je crois, que le projet a duré, ou 2 ans au moins. Donc, ça fait pas mal de temps passé sur ce sujet, au moins au travers du projet que tu vas nous présenter et de tous les outils qui en ont découlé. Donc, bah, merci d'être là, Léna, et je te laisse la parole. Mm. Merci Julien. Et du coup, bonjour à toutes seulement. Euh, je t'ai déjà dit bonjour Julien, et comme c'est quasiment exclusivement féminin, comme on est un petit groupe, j'aimerais bien vous demander en introduction quelle a été votre motivation de participer à ce webinaire sur l'éco-anxiété. En quelques mots, si vous en êtes d'accord. Qui souhaite commencer? Est-ce que Je peux commencer si Valentine? vous voulez. Ouais. Moi, parce que j'ai pris mes fonctions au sein de la Ligue de l'enseignement Centre-Val de Loire il y a 3 mois, en tant que responsable de projet sobriété climat. Donc on est sur tout un champ d'action au cœur de ces enjeux-là, avec une volonté aussi d'accompagner l'engagement jeunesse sur les enjeux climat. Et donc voilà. Donc je suis globalement toutes vos propositions sur les enjeux climat, sobriété. Et puis après, sur le plan personnel, mon chemin vis-à-vis de l'éco-anxiété est très sinueux, suivant ce qu'on appelle la courbe du deuil, dont tu vas peut-être parler, Léna. Et donc en ce moment, je sais pas si je suis dans le déni, la colère, ou on oscille. C'est très mouvant tout ça. Mais on ne se débarrasse jamais de l'éco-anxiété, mais c'est aussi un moteur d'action. Ok, merci Valentine. Est-ce que Claire, tu souhaites prendre la suite? Oui, pas de problème. Donc moi, en fait, j'ai eu l'info par Solène Grivet, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est Ligue de l'enseignement Oise. Voilà, moi je suis dans l'Oise et je suis en partenariat souvent avec la Ligue. En particulier sur cette question-là, par exemple, dans une formation où on a intégré la question des ressentis par rapport à comment les formateurs pouvaient parler de transition et en même temps accueillir les ressentis des stagiaires et eux-mêmes accueillir leurs ressentis. Enfin voilà, tout ça. Donc moi, je suis très engagée dans ce secteur puisque j'ai eu tout un parcours d'animation, de prof, etc. Et aujourd'hui, je suis psy et en particulier, je fais partie d'un réseau national qui s'appelle le RAFU qui se préoccupe de ces questions. Donc voilà. Et donc, je me suis dit, Solène m'a envoyé ça, je me suis dit, c'est l'occasion de connecter avec des personnes qui travaillent là-dessus au niveau de la Ligue, et puis surtout aussi de voir par rapport aux plus jeunes ce qui avait été pensé, même si c'est pas avec ces publics-là que je travaille de manière plus importante, mais ça fait rien. Je trouverais que c'est intéressant, parce que des fois, on s'y a des parents qui posent des questions pour les enfants, voilà. Donc voilà, en gros, c'était... Voilà. Merci Claire, intéressant. Merci Claire, intéressant. Je viens de désactiver votre micro, Muriel, puisque j'avais un écho. Et bienvenue d'ailleurs. Et Marie et Muriel, du coup, est-ce qu'en quelques mots, là, rapidement, vous souhaitez nous partager pourquoi vous êtes présentes à ce webinaire? Vous m'entendez, ça va? Oui. Ok. En fait, donc là, je suis avec un de mes collègues aussi, c'est pour ça qu'on n'a pas la caméra.
En fait, on a un peu appris ce matin qu'il y avait un webinaire sur l'éco-anxiété. Donc, on débarque un petit peu. Mais c'est des sujets qui sont intéressants à avoir des connaissances par rapport aux stagiaires qu'on a. On est formateurs tous les deux. On doit parler de transition écologique et forcément, il y a des choses qui peuvent venir de la part des stagiaires. Donc, c'est de pouvoir aussi peut-être à leurs inquiétudes ou les aider peut-être à répondre aux inquiétudes de leur propre public aussi derrière. Voilà. Merci Marie. Et enfin, Muriel, est-ce que Muriel, tu souhaites partager en quelques mots seulement pourquoi tu es là? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, donc nous, on serait intéressés aussi voilà, pour avoir des informations parce que bon, l'éco-anxiété, on entend de plus en plus de jeunes voilà, qui sont anxieux et là, l'éco-anxiété, ça peut nous permettre voilà, de répondre à des problématiques voilà, qu'on rencontre avec les jeunes et avoir les solutions et pouvoir leur répondre, avoir une solution adaptée. Ok, merci beaucoup Muriel. Et je vous propose qu'on commence, enfin en tout cas qu'on continue ce webinaire à travers une présentation que j'ai préparée. Alors cette présentation, elle va bien entendu faire le focus sur un projet européen que nous avons coordonné au Centre confédéral pendant 3 ans, qui s'appelle EcoReact. Et maintenant que le financement de ce projet est terminé, l'idée c'est vraiment de le faire vivre. Et finalement, les nombreux retours qu'on reçoit, notamment des sollicitations de présentation de ce projet, des conclusions qu'on en a, etc., montrent quand même que ce projet répond à un réel besoin. Donc je vais vous partager mon écran tout de suite. Donc normalement, vous voyez tout mon écran. Est-ce que c'est bien le cas? Ouais, c'est tout bon. Super. Ok, alors pour une rapide présentation de ce sur quoi je vais vous parler, je vais un peu vous expliquer le contexte de ce projet, de comment il est né, quels sont ses objectifs. Ensuite, je vais vous proposer une un partage d'informations sur l'éco-anxiété, qu'on se mette un peu à jour sur qu'est-ce que l'éco-anxiété. Ensuite, je vais vous présenter les livrables du projet plus en détail. Et finalement, je terminerai par des pistes pour accompagner les jeunes qui sont sujets à l'éco-anxiété. euh, en tout cas, ce sont des pistes qu'on a notamment identifiées à travers notre projet et les retours d'expérience des travailleurs jeunesse qui se sont impliqués dans ce projet. Alors, ce projet, et donc il est né d'une étude qui est parue en 2021 sur l'éco-anxiété. Donc, c'est une très grosse étude qui a été menée par plusieurs universités du monde entier. Il y avait notamment une université aux États-Unis, en Angleterre. Et c'est la plus grande étude qui a jamais été menée sur l'éco-anxiété chez les jeunes. Euh, pour la mener, les chercheurs, ils ont interviewé plus de 10 000 jeunes de 10 pays du Nord et du Sud pour justement mesurer quel était le niveau d'éco-anxiété chez ces jeunes. Les résultats, ils étaient assez frappants puisque 70% des jeunes qui ont été interrogés ont déclaré qu'ils étaient très inquiets, pardon, ou extrêmement inquiets du changement climatique. Donc ça, c'est un graphique qui montre les résultats principaux de cette étude et on voit que en premier pays, en tout cas concerné par l'éco-anxiété chez les jeunes, ce sont les Philippines, voilà, suivi de près par l'Inde, le Brésil, et nous, on est ici en 5e place. Donc en fait, à l'issue de cette étude, nous, à la Ligue, on s'est demandé s'il existait aujourd'hui des outils pour pouvoir accompagner ces jeunes qui sont anxieux dans le sphère de l'éducation. Donc on dépasse la psychologie puisque c'est pas notre cœur de métier. Et est-ce qu'aujourd'hui, les enseignants, est-ce que les travailleurs jeunesse, ils sont outillés et formés pour pouvoir répondre à cette inquiétude, à ce sentiment d'inquiétude chez les jeunes? La réponse étant que on n'a pas trouvé grand-chose en fait. On a fait un benchmark des outils, des initiatives en Europe, et on n'a pas trouvé grand-chose à l'exception de l'Angleterre. Donc finalement, on s'est dit qu'il y avait un sujet pour lancer un projet européen, et c'est ce qu'on a fait en 2023. Donc on a été chercher des partenaires européens. On a travaillé avec la Grèce, on a travaillé avec un département de psychologie environnementale d'une université aux Pays-Bas,
Et on a travaillé aussi avec l'Italie pour pouvoir apporter une réponse éducative à l'éco-anxiété chez les jeunes. Je reviens juste en arrière. Je trouvais ça intéressant aussi de vous partager une étude qui a été faite par l'ADEME en France, sur l'éco-anxiété en France. Je trouvais ça intéressant d'avoir une comparaison entre des données mondiales et françaises. Et c'est intéressant, en France, on note notamment que ce sont surtout les femmes sont un peu plus touchées par l'éco-anxiété que les hommes. Au niveau des générations qui sont concernées, ce sont les 25-34 ans qui se déclarent être les plus touchés, devant les 15-24 et les 50-64. Et au niveau répartition géographique de l'éco-anxiété, c'est l'Île-de-France qui est la région la plus touchée. 6 habitants sur 10 se déclarent être éco-anxieux, contre moins d'un demi en Normandie. Voilà, je pourrais vous envoyer cette étude, c'est intéressant. Vous avez aussi différents types d'éco-anxiété exprimés par les personnes qui ont été interviewées. Je reviens du coup à ma présentation. Donc 2023, on lance le projet européen EcoReact. Avant de rentrer plus en détail sur le projet, je vous propose, comme annoncé, de faire culture commune sur l'éco-anxiété. Et du coup, je vais vous adresser quelques questions. Vous pouvez, si vous le souhaitez, y répondre en activant votre micro, comme on n'est pas nombreuses, ou bien en utilisant le chat de ce webinaire. Donc, première question, selon vous, qu'est-ce que l'éco-anxiété? Si vous deviez définir l'éco-anxiété, qu'est-ce que vous diriez? Ah, vas-y, Valentine. Ah, vous pouvez activer votre micro directement. Oui, je dirais la peur que suscite le monde qui surgit avec le dérèglement climatique, présent et à venir. Ok. Donc surtout le sentiment de peur. Ouais. Ouais, peur et tristesse et colère. Muriel, tu voulais prendre la suite? Oui, ben, c'était un peu la même réponse, une appréhension par rapport au changement climatique, surtout voilà, par rapport au littoral. Enfin, Ok, merci. Bon, moi, je vais Est-ce bien que prendre je vais bien prendre la Oui, suite. vas-y, Claire. Ah ben, moi, je suis tout le temps dedans. Donc, nous, on a un petit peu au niveau de ce réseau voilà, de psy et de tout un tas d'accompagnateurs de ça. On parle plutôt d'éco-émotion aujourd'hui, voilà, qui est plus large que la notion d'anxiété. Et pour moi, c'est vraiment l'atteinte de la santé mentale, en fait, par rapport à l'état du monde. D'ailleurs, juste j'en profite pour dire que aujourd'hui, il y a aussi toute la question géopolitique qui se joint à cette anxiété. Donc, c'est pas que la côté écologique pure. Tout à fait. Merci beaucoup, Claire. Je vous propose de passer à la suite. Enfin, en tout cas, de vous donner les éléments de réponse. Mais effectivement, éco-émotion, c'est un sujet, ça a fait sujet, en tout cas, au sein du projet. Donc, l'éco-anxiété, c'est un terme qui a été théorisé en 1996 par Véronique Lapèche, qui est médecin, et qui parlait à l'époque d'un phénomène hybride, un mal-être identitaire associé à une responsabilisation nécessaire des hommes, des femmes, des sociétés dans un contexte de grands changements environnementaux. Et aujourd'hui, il y a plusieurs chercheurs qui ont en tout cas donné leur propre définition. Et un des points communs de ces définitions, c'est qu'on ne parle pas effectivement d'une seule émotion, donc de l'anxiété, mais d'une large gamme d'émotions, en fait, d'un panel d'émotions ressenties en lien avec les problèmes, en tout cas les enjeux environnementaux ou l'état de la planète. Et donc finalement, l'éco-anxiété, c'est un mot parapluie, hein. C'est vraiment un mot qui vient recouvrir un ensemble d'émotions qui seront beaucoup plus larges, beaucoup plus complexes que l'anxiété uniquement. Et Valentine t'en donnait plusieurs, mais là, je vais avoir une question liée aux émotions, liées à l'éco-anxiété, mais ce sont des émotions qu'on peut ressentir en même temps. Parfois, on peut passer d'une à l'autre au même cours de la journée. Donc voilà, c'est pas quelque chose de fixe. Deuxième question, par quelles émotions, du coup, on fait le lien, l'éco-anxiété se manifeste-t-elle le plus chez les jeunes? Et je précise, en fait, cette réponse que je vais vous donner, elle se base sur un rapport qu'on a écrit dans le cadre du projet. Je le présenterai davantage dans les livrables. Donc, selon vous, c'est quoi les émotions qu'on va retrouver le plus chez les jeunes qui ont de l'éco-anxiété?
Donc, Valentine utilise le chat pour dire peur, anxiété en premier. OK. Marie, Muriel, Claire, est-ce que vous avez d'autres émotions en tête qui vous viennent? Euh, J'aurais peut-être dit peut-être une notion de stress par rapport à ce qui se passe et de pas avoir de visibilité sur le futur. Je ne sais OK. pas si stress est le bon terme, mais un peu une appréhension, quelque chose comme ça. Se D'accord. renfermer ou peut-être moins se projeter dans l'avenir par rapport à des projets auxquels ils pourraient penser et se renfermer un petit peu. OK. La question est compliquée parce que, en fait, euh, ça dépasse. L'éco-anxiété, c'est plus un état et les émotions, c'est plus des moments, c'est un mécanisme. Donc, en fait, c'est pas que les émotions, c'est aussi un état général. Ça peut être aussi carrément de la dépression. Ça peut être de l'obsession pour le sujet. Ça peut être de l'impuissance. Voilà. Donc, j'élargis volontairement parce que je pense que c'est difficile de rester juste cantonné aux émotions principales. Hmm. Tout à fait. Eh ben, Claire, du coup, tu as donné quelques émotions qui sont ressorties dans l'étude qu'on a écrite, où effectivement, c'est la frustration qui ressortait beaucoup, la peur, l'inquiétude, l'espoir aussi, la colère, la tristesse, et je crois que c'est Muriel qui parlait aussi d'isolement, donc de solitude. Euh, Sachant que on a travaillé aussi sur ce projet avec une pédopsychiatre qui s'appelle Lalia Benoît, qui s'est aussi spécialisée sur les impacts du changement climatique chez les adolescents. Et elle précise qu'il existe des différences entre les émotions d'éco-anxiété qui seront ressenties chez les adultes et chez les jeunes. Et chez les adultes, on va beaucoup plus retrouver de la tristesse, de la culpabilité, de l'anxiété. Alors que chez les jeunes, les émotions qui seront les plus présentes seront la colère et l'indignation. Et l'éco-anxiété, c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est un mot parapluie. Donc, ça vient aussi comprendre des émotions comme la gratitude, l'empathie, la responsabilisation, l'espoir, l'envie d'agir. Voilà, comme tu disais, Valentine, ça peut aussi être un moteur d'action. Est-ce que l'éco-anxiété est reconnue comme une maladie par la communauté scientifique? Ouais, je vois que Claire, Non, tu dis non avec la tête. ça c'est sûr. Valentine non plus, ouais. Ok, eh bien, je vous donne Je la pense pas. réponse. Et effectivement, non, ce n'est pas une maladie. C'est au contraire une réaction saine et lucide d'individus qui assistent de manière impuissante à une inaction environnementale dans un contexte de bouleversements environnementaux. Donc, en faire, comment dire, individualiser cet enjeu et en faire un problème individuel, c'est aussi retourner la situation, alors que ce sont bien des individus qui sont dans un monde en bouleversement et qui réagissent donc sainement en étant inquiets, en ayant peur, en étant en colère, etc. Donc c'est bien une réponse rationnelle à une crise mondiale. Néanmoins, la nuance, bien entendu, et Claire, tu en parlais tout à l'heure, c'est si cette éco-anxiété, elle devient trop sévère, elle en arrive à générer des troubles du sommeil ou bien de la dépression, alors les personnes peuvent être amenées à consulter pour les aider à mieux vivre avec leur éco-anxiété. Et enfin, dernière question, quels sont les principaux facteurs à l'origine de l'éco-anxiété chez les jeunes? Et là, je reprécise, ce sont bien, enfin, les résultats que je vais vous donner sont bien tirés de l'étude que nous avons réalisée dans le cadre de ce projet. Est-ce que tu peux préciser l'âge des jeunes, s'il te plaît? Bien sûr, ce sont des jeunes de 16 à 25 ans. Pour vous, quelles pourraient être des causes, notamment sociétales, qui viennent générer de l'éco-anxiété ou bien renforcer le sentiment d'éco-anxiété chez les jeunes? Bah, moi, je vais bien dire un truc. Je travaille avec des étudiants et c'est vraiment la question du sens par rapport à l'orientation professionnelle. Enfin, c'est Ok. un point important, en tout cas. Hmm. Et moi, je dirais, si c'est sociétal, l'immobilisme politique, enfin le manque
le manque de prise d'action de l'État et des pouvoirs publics. Hmm. Exact, je le mets ici parce qu'effectivement, c'est ce qui est ressorti en premier dans l'étude qu'on a menée, l'inaction du gouvernement dans la résolution des problèmes environnementaux. Je continue, mais ça rejoint aussi, je crois que c'est toi, Valentine, qui en parlait, le fait d'anticiper des impacts futurs. Ça, c'est un deuxième facteur qui génère de l'éco-anxiété chez les jeunes. Les choses aussi qui vont être lues ou vues en lien avec les enjeux environnementaux dans les journaux ou sur les réseaux sociaux. On a aussi le fait d'observer autour de soi une inaction de ses concitoyens pour résoudre les problèmes environnementaux. On a aussi des jeunes qui vont culpabiliser de leur mode de vie. Les impacts environnementaux qui sont passés ou bien actuels que moi ou bien qu'une personne que je connais vit. Voilà pour les principaux facteurs d'éco-anxiété, mais c'est absolument pas exhaustif. Là, je vous résume encore une fois les résultats de l'étude menée dans le cadre du projet. Et enfin, oui, il restait une question. Quels moyens les jeunes mettent-ils en place pour faire face à leur éco-anxiété? Et là, je vous propose de vous donner directement la réponse. Donc, je me suis basée sur la littérature pour vous présenter les différentes manières d'adaptation. Bon, premièrement, ils peuvent rechercher des solutions. Donc ça implique de s'attaquer directement au problème. Donc, ce sont des jeunes qui peuvent chercher des actions à mettre en place au quotidien pour changer leur mode de vie, leur mode de consommation, par exemple, réduisant la viande rouge ou bien même en devenant végétarien, voilà, en consommant autrement, en donnant leurs habits qu'ils ne mettent plus. Enfin, voilà, ils vont vraiment chercher des solutions. Ils peuvent aussi se former pour mieux comprendre les enjeux. Toutefois, selon la littérature, cette recherche de solutions, elle peut aussi amener à une frustration chez des jeunes qui vont avoir le sentiment de ne pas en faire assez. Mais dans tous les cas, c'est quand même comment dire, cette recherche de solutions, elle est corrélée à un meilleur bien-être et à une plus grande autonomie et à un sentiment d'utilité chez ces jeunes. Ce sont aussi des jeunes qui peuvent rechercher l'apaisement émotionnel. Alors, pour rechercher l'apaisement émotionnel, il peut aussi y avoir des stratégies de déni et de contournement du problème qui peuvent être mises en place pour justement se protéger, en tout cas, des enjeux et des impacts que ces enjeux peuvent avoir sur son bien-être. Et tout à l'heure, vous parliez du sens avec la recherche d'un métier, effectivement, qui a du sens. Et tout à fait, hein, ce sont des jeunes qui cherchent réellement à aligner leurs valeurs et leur mode de vie avec les enjeux environnementaux actuels. Et donc, ça peut être effectivement, et ça, on le voit de plus en plus, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui travaillent sur leur marque employeur, notamment, puisqu'en fait, on a une génération qui arrive sur le monde du travail qui est très attentive aux impacts du métier, au sens du métier. Voilà, ça, c'est vraiment un sujet actuel aujourd'hui. Et enfin, toujours en lien avec Laëlia Benoît, avec laquelle on a travaillé, elle nous disait que un des meilleurs moyens pour un jeune, mais pas que pour un jeune, hein, de réguler son éco-anxiété, c'est de s'engager dans l'action, et notamment dans l'action collective. En fait, quand une personne commence à s'engager d'un point de vue environnemental, elle va vite s'apercevoir que d'un point de vue individuel, en fait, on est limité. Et donc, finalement, si on veut aller un peu plus loin dans le sens et dans l'impact, eh bien, il faut s'engager dans des actions collectives. Voilà pour la mise en contexte sur le sujet de l'éco-anxiété. Je fais désormais le lien avec le projet Ecorect que j'ai un peu introduit tout à l'heure, en vous présentant maintenant quels sont les objectifs et les livrables du projet. Donc, les objectifs de ce projet européen, c'est d'outiller et de former les travailleurs jeunesse, donc les animateurs, les éducateurs, pour qu'ils soient premièrement, qu'ils aient premièrement une meilleure compréhension de l'éco-anxiété chez les jeunes. Qu'est-ce que l'éco-anxiété? Comment elle se manifeste? Quelles sont ses causes? Etc. Et deuxièmement, qu'ils soient en mesure, à partir de cette compréhension, d'accompagner les jeunes
à travers des activités. Donc, je le disais tout à l'heure, le projet Coreact, c'est un projet européen Erasmus+, qui a été mené sur 3 ans avec des partenaires européens. Donc, nous étions coordinateurs. Nous avons travaillé avec Archie, qui est l'équivalent de la Ligue de l'enseignement, mais en Italie. Nous avons aussi travaillé avec Ecogris, qui est une ONG grecque qui travaille sur des projets jeunesse. Et enfin, avec l'Université d'Utrecht, et plus précisément, le département de psychologie environnementale. Au niveau des livrables, on a 4 grands livrables qui ont été produits dans le cadre de ce projet. Le premier, c'est un rapport scientifique intitulé L'éco-anxiété chez les jeunes de 16 à 25 ans. Je vais y revenir par livrable. Le deuxième, c'est un site internet qui comprend un ensemble de ressources pédagogiques, ecoreact.eu, un MOOC et un guide de préconisation opérationnelle pour les prochains et prochaines utilisateurs et utilisatrices des ressources Ecoreact. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, enfin, ou utiliser le chat. Moi, je vois pas forcément, donc si Julien, tu peux m'aider aussi à regarder s'il y a des demandes de prise de parole. Ouais, pas de problème. Je te remercie. Alors, le rapport scientifique, c'est un rapport qui a été notamment réalisé par l'université avec laquelle on a travaillé. En fait, nous, en amont du projet, on voulait vraiment s'assurer que le projet et tout ce qu'on allait produire derrière s'inscrivait réellement dans une réalité et dans un besoin du terrain. Et pour s'assurer de cette cohérence-là, on a souhaité réaliser en amont un livrable scientifique qui allait premièrement faire état de la connaissance sur l'éco-anxiété, donc vraiment rassembler un maximum de ressources scientifiques autour de l'éco-anxiété. Et deuxièmement, on souhaitait que ce livrable, il permette de mesurer le niveau d'éco-anxiété chez les jeunes qu'on allait éventuellement toucher. Donc en fait, on a été interroger des jeunes des pays du projet, à l'exception des Pays-Bas. Et on souhaitait aussi interviewer des travailleurs jeunesse pour s'assurer que ce qu'on allait leur proposer allait répondre à un besoin. Donc, est-ce qu'ils avaient besoin d'être formés? Quel type d'outils ils avaient besoin? Et aussi, et ça c'est très bien qu'on l'ait fait, on leur a aussi demandé s'ils étaient éco-anxieux. Et la surprise, c'est que au regard des réponses qu'on a obtenues, les travailleurs jeunesse ont manifesté, enfin, dans leurs réponses, plus d'éco-anxiété que les jeunes. Donc, le rapport scientifique, il fait une 50aine de pages et il est présent sur le site Ecoreact. Il y a beaucoup de graphiques, enfin, c'est pas que du texte écrit. Je pense que c'est important, enfin, c'est intéressant de le consulter pour avoir une connaissance de l'éco-anxiété en Europe, enfin, en tout cas dans les pays ciblés. Et il y a vraiment des réponses détaillées aussi en fonction des questions qu'on a adressées aux jeunes et aux travailleurs jeunesse, et aussi des éléments de comparaison entre les pays. Donc, parmi les grandes conclusions de l'étude, on a notamment le changement climatique, qui est le premier enjeu environnemental qui préoccupe les jeunes. Donc ça, quand on se questionne qu'est-ce qui, d'un point de vue environnemental, va le plus inquiéter et préoccuper les jeunes, c'est bien le changement climatique qui arrive en première position. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est bien l'inaction des gouvernements face aux problèmes environnementaux qui est l'une des principales causes d'éco-anxiété chez les jeunes. Et là, je vous le disais aussi, et ça c'était inattendu, les travailleurs jeunesse qu'on a interviewés font état d'un niveau d'éco-anxiété plus élevé que les jeunes eux-mêmes. Aussi, c'était intéressant, les travailleurs jeunesse qu'on a interrogés réussissaient à estimer avec précision les émotions qui étaient liées à l'éco-anxiété chez les jeunes qu'ils accompagnaient. Ça, on l'a vu tout à l'heure, que les jeunes, pour s'adapter à leur éco-anxiété, ils vont surtout rechercher, enfin, mener des actions pour avoir plus de sens dans leur quotidien et chercher des solutions aussi. Et enfin, les travailleurs jeunesse comme les jeunes ont manifesté leur souhait d'être plus formés au sujet de l'éco-anxiété ou d'être tout simplement formés. Voilà pour le rapport scientifique. Je vais peut-être vous montrer où le trouver. En fait, là, c'est le site Ecoreact du projet. Quand vous allez, pardon, c'est dans les ressources. Je vais vous le présenter un peu plus en détail. Il est là. C'est un rapport qui est disponible en toutes les langues du projet. Et voilà. En tout cas, il ne bouge pas. Il est sur le site si vous souhaitez le consulter a posteriori.
Donc, je reviens sur ma présentation. Le deuxième livrable, c'est donc le site que je viens d'ouvrir, le site internet EcoReact. Donc, les objectifs de ce site, ils sont plusieurs. Le premier, c'est de faire connaître le sujet de l'éco-anxiété auprès de toutes et tous. Et je pense réellement que l'étude qui a été publiée en 2021 et qui a été reliée dans beaucoup de journaux, dont Le Monde, a vraiment eu cet impact-là de rendre ce sujet davantage enfin, de le populariser, entre guillemets, de le vulgariser. Et ça, c'était intéressant. Deuxièmement, c'est aussi de présenter le projet Coreact au-delà de la Ligue, hein. Et enfin, de proposer des ressources pédagogiques sur l'éco-anxiété pour tout professionnel en contact avec la jeunesse. Donc ce site, bon, il comprend une présentation du projet. En fait, je vais peut-être vous le montrer, ce sera plus, je trouve ça quand même plus sympa. Donc c'est un site assez classique avec un menu à l'horizontale. Et en fait, ce site, il recense 36 ressources pédagogiques sur l'éco-anxiété qui sont catégorisées en 4 parties. La première partie, c'est vraiment des ressources qui vont permettre d'avoir une compréhension assez générale de l'éco-anxiété. Donc, vous retrouvez le rapport dont je vous parlais juste avant. Vous avez des activités, des vidéos, qu'est-ce que l'éco-anxiété. Ensuite, la deuxième partie, c'est aborder le changement climatique avec des jeunes. Comme je le disais tout à l'heure, c'est l'enjeu qui concerne le plus les jeunes aujourd'hui en lien avec les enjeux environnementaux. Donc là, on va avoir des activités pour aborder cet enjeu-là à travers les sciences, à travers des activités de négociation climatique. Voilà, on a des fiches pédagogiques, des kits. La troisième catégorie, c'est bon, on devait avoir des titres courts pour le site, mais en gros, c'est accompagner les jeunes dans la gestion de leurs émotions. Et là, voilà, on a une activité autour de la roue des émotions qui permet aux jeunes de bien identifier la grande diversité des émotions qu'ils peuvent ressentir. On a aussi créé une activité de pleine conscience. On a des activités autour de l'expression de ces émotions à travers l'art. Alors celle-ci, on a essayé de la simplifier, mais c'est quand même, enfin, il y a quand même des personnes professionnelles qui sont des art thérapeutes. Donc, pour aller plus loin dans le sujet, je pense que c'est aussi bien, par moment, de faire appel à ces professionnels. Voilà, on a un jeu, le mime des émotions. Ce contenu n'est pas figé. L'idée, c'est que si on trouve de nouveaux outils qui nous semblent être intéressants, l'idée serait de les ajouter ou même d'avoir des retours de professionnels qui vont tester ces outils. Voilà, on essaie aussi de mettre à jour les contenus. Et enfin, dernière catégorie, engager les jeunes dans un futur positif. Donc, comment aider les jeunes à justement se projeter à travers des activités où ils vont devoir imaginer un monde souhaitable, à travers des jeux de rôle. Voilà, c'est assez varié, là encore une fois, au niveau des outils qu'on peut y retrouver. Voilà pour ce site. Hop. Et le site est aussi disponible en 5 langues. Ensuite, nous avons en troisième livrable le MOOC. Donc là, le MOOC, tout le monde voit ce que c'est un MOOC. Ouais. Donc le MOOC qu'on a créé, il s'adresse principalement aux travailleurs jeunesse. Ça, c'était vraiment notre cible directe dans le cadre de ce projet. Il est d'une durée de 6 heures environ. Et c'est un MOOC qui va comprendre des témoignages vidéo, des quiz, des ressources complémentaires pour approfondir chaque thématique vue au sein du MOOC. En fait, c'est vraiment, on a gardé le format MOOC classique, hein, et on a voulu vraiment proposer aux travailleurs jeunesse un contenu éducatif pour leur permettre de monter en compétence sur le sujet de l'éco-anxiété. J'aimerais bien vous le montrer, ce MOOC. Je suis désolée, je ne l'ai pas ouvert avant. Mais voilà, pareil, là, on les a traduits. C'est un sacré travail, hein, de tout sous-titrer, etc. Mais voilà. Je vais voir si je peux vous le montrer comme ça. Voilà. Donc là, vous avez le MOOC donc en 3 grandes parties. Et bon, ben, à chaque fois que vous cliquez sur un chapitre, voilà, vous avez accès. Là, en l'occurrence, c'est une interview qui est très intéressante de Laëlia Benoît, la pédopsychiatre avec laquelle nous allons travailler. Et ce MOOC est entièrement gratuit.
Donc, il suffit juste de vous inscrire sur la plateforme de Moodle, de créer un compte, et ensuite, vous pouvez accéder au MOOC dans toutes les langues. Je continue de dérouler s'il n'y a pas de questions. Donc là, j'en arrive au 4e livrable, qui est un guide de préconisation opérationnelle. Donc ça, c'est vraiment le livrable final. Nous, en fait, dans le cadre de ce projet, on a mobilisé des travailleurs jeunesse qui nous ont aidés à tester des outils auprès de jeunes pour s'assurer que les outils étaient bien cohérents, ou bien s'il y avait des modifications à faire, au moins, nous, on les faisait avant de finaliser les différentes ressources qu'on a publiées. Du coup, ces travailleurs jeunesse-là, on était en contact avec eux, on les a accompagnés, on leur a bien présenté le projet aussi. Aujourd'hui, on n'a plus ce rôle-là. Maintenant, les outils sont sortis, sont en ligne. Et donc, des personnes qui vont atterrir sur le site sans trop savoir dans quel projet s'inscrit, dans quel contexte, ça peut être complexe, en fait, dans la prise en main. Donc, on s'est dit qu'on souhaitait créer un outil pour ces personnes-là, ces futurs utilisateurs et utilisatrices, pour leur contextualiser le projet, pour en fait écrire une sorte de tuto pour les guider aussi dans l'usage des différentes ressources qu'on a créées. Et voilà. Et du coup, tout ça, ça a donné lieu à un guide de 30 pages. Et on l'a aussi élaboré sur la base des retours des travailleurs jeunesse qui ont testé les outils sur le terrain. Donc en fait, on a plusieurs parties, dont une où on donne des préconisations d'activités pour certaines ressources. Voilà, on fait des focus. Et ce guide, il est disponible sur le site internet. Il est là, je peux vous le montrer aussi. Quand vous allez dans les productions, vous avez les grands livrables, la plateforme, le MOOC et le guide. Est-ce que vous avez des questions sur les livrables avant que je passe à la suite? Ok. Comme je le disais tout... Oui, pardon. Est-ce Non, je t'en que prie. combien de temps mettent les animateurs pour s'approprier les contenus et après pouvoir les présenter, s'en servir? Est-ce que on peut avoir une idée en gros Hmm. Ça, du- c'est assez complexe à déterminer. Ça va dépendre aussi du niveau d'information dont disposait l'animateur ou l'animatrice au préalable. Est-ce que c'est une personne qui a été formée à ces enjeux? Est-ce que c'est une personne qui commence du début? Enfin, voilà. Si on réfléchit au parcours classique, enfin, l'idéal, c'est que la personne, elle suive le MOOC, qui dure donc 6 heures. Et ensuite, quand elle se rend sur le site et qu'elle choisit un outil qu'elle souhaite proposer aux jeunes, euh, tous les outils que nous avons créés, nous avons créé des fiches activités où on essaie vraiment d'être très précis dans chaque partie, sur quoi l'animateur devait être informé, qu'est-ce qu'il devait partager aux jeunes. Enfin, vraiment, on essaie de détailler au maximum pour permettre à la personne d'être la plus à l'aise possible dans l'animation sans être expert non plus du sujet. Mais voilà ce que je peux répondre sur ça. Et tout dépend aussi du type d'activité. Est-ce que l'activité, elle va demander beaucoup d'interaction entre l'animateur et les jeunes, ce qui va impliquer que l'animateur va devoir se préparer davantage en amont. Est-ce que, voilà. Sachant que pour toute fiche activité que nous avons créée, je peux vous montrer un exemple d'ailleurs. Je vais partir. Pour toute fiche d'activité que nous avons créée, nous avons à chaque fois indiqué le temps que durait cette activité. Si je vais par exemple là-dedans, l'éco-anxiété s'empare de la jeunesse, on a créé une fiche activité. Voilà, durée 45 minutes à 1 heure. Voilà, Ah, super, merci. je t'en prie. Oui, en fait, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais sur le site, au niveau des ressources qu'on a créées, il y a vraiment, c'est assez varié. Mais on retrouve beaucoup de fiches activités qui font le lien avec des vidéos, avec des images. Quand on trouvait une ressource, par exemple une vidéo, on ne voulait pas juste laisser la vidéo. On voulait vraiment en faire un outil qui servirait à une activité à mener avec des jeunes.
Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je continue sur les pistes. Et d'ailleurs, c'est pas, moi, ça m'intéresserait aussi que vous en partagiez si vous en avez. Enfin, Claire, tu disais tout à l'heure que tu étais psychologue, donc si tu en as aussi en complément de celles que je vais partager, ce serait intéressant que tu les partages aussi. Je suis Et psychopraticienne, hein, je précise juste. Les nuances de psychopathe, cliché, mais bon, c'est pas grave. Je suis quand même dans le champ. Je suis. d'accord, psychopraticienne. Je connaissais pas ce Bon, métier de en principe, là, psychopraticienne. c'est anciennement psychothérapeute. Voilà. D'accord, ok. Donc, voici les pistes qu'on a identifiées pour accompagner des jeunes qui vont être en situation d'éco-anxiété, euh, grâce notamment au rapport qu'on a mené et aux questions qu'on allait poser aux 600 jeunes en Italie, en Grèce et en France. Donc, l'une des premières pistes qui pourrait paraître évidente, mais qui ne l'est pas toujours, c'est vraiment de créer des espaces d'écoute et d'échange pour et avec les jeunes. Alors ça, c'est vraiment important pour plusieurs raisons. Donc là, j'en reviens à Laëlia Benoît. Alors, hop. Donc, pour Laëlia Benoît, quand les jeunes ne vont pas se sentir écoutés ou ils vont pas réussir à communiquer avec des encadrants, des enseignants ou même leurs parents, eh ben, ça va venir nourrir un sentiment de colère chez eux. Ils peuvent se sentir incompris et pas écoutés. Et tout ça, comme on le disait, ça nourrit un sentiment de colère. Ils vont aussi penser que, en fait, leur entourage ne s'intéresse pas à eux ou ne s'intéresse tout simplement pas à la situation environnementale. Quand les jeunes, donc là je m'appuie encore sur la littérature, quand les jeunes ils se sentent écoutés, réellement écoutés, ils vont développer un sentiment d'autonomie et une résilience psychologique qui va leur permettre de mieux faire face aux émotions négatives. Ça ne signifie pas que ça va annuler ou supprimer les émotions négatives qu'ils vont ressentir. Néanmoins, ça va leur permettre d'être plus résilients face à ces émotions qu'ils peuvent ressentir. Donc finalement, le soutien que les travailleurs jeunesse peuvent apporter aux jeunes en les écoutant, c'est vraiment un mécanisme d'adaptation chez les jeunes qui ne va pas souvent apparaître dans des études sur l'éco-anxiété quand on va arriver sur la partie des solutions, et pourtant qui est très important. Et en fait, ces cercles de parole, ils peuvent prendre plein de formes différentes. Peut-être que vous en avez déjà animé avec des jeunes, ou ça peut être tout simplement de se mettre en cercle. Enfin, Claire, je vois que tu dis oui. Est-ce que tu as un exemple de cercle ou de temps de parole que tu as organisé? Oui, oui, je l'ai déjà fait enfin, avec des étudiants ou à l'Académie du climat à Paris. C'était pas que des jeunes, mais il y a une vigilance. Enfin, c'est un peu une compétence quand même à acquérir, hein, en termes aussi de sécuriser le groupe et éviter s'il y a des débordements. Enfin, c'est pas non plus, c'est quelque chose qu'il faut quand même un peu s'approprier, je pense, en termes de compétences. Et juste, j'en profite pour dire que le RAFU, donc Réseau d'accompagnement face à l'urgence écologique, qui est un réseau national qui comporte allez, on va dire une 40-50 membres aujourd'hui. Il y a des psys, il y a des coachs, il y a des sophros, mais il y a aussi un cercle, parce qu'on fonctionne par cercle, on est en sociocratie, et donc il y a un cercle aussi de gens qui animent les groupes de parole. Et ça peut peut-être vous intéresser par rapport à des formations qui sont parfois faites à tout un chacun, des gens qui voudraient approfondir cette compétence. Enfin, je fais le lien, quoi. Mm. Ok, merci Claire, et merci pour la vigilance. Et effectivement, c'est pas juste s'asseoir et écouter tout le monde parler, ça demande effectivement des compétences pour pouvoir maintenir ce cercle et créer, comme tu disais, ce sentiment de confiance qui serait important. Voilà, c'est pas obligé Et d'être de... psy, hein, mais il y a des choses de base à connaître pour pas mettre un groupe en difficulté, quoi. Exact. Et de non-jugement aussi. Ok. Une deuxième piste, c'est accompagner les jeunes vers des actions à impact. Et là, j'en reviens à Lalia Benoît qui précise que à partir de l'adolescence, les jeunes ils ne souhaitent plus mener des actions environnementales qui sont symboliques, comme aller ramasser des déchets par exemple. Eux, ils ont besoin d'avoir le sentiment que leur action, elle a un impact réel. Donc, pour cela, il existe des outils qui permettent déjà d'identifier où se situe
aujourd'hui nos impacts pour pouvoir derrière mener des actions qui vont être ciblées et dont on s'assurera que ces actions, elles ont un impact parce qu'elles viennent justement cibler des actions où on sait déjà d'avance que ce sont des actions qui aujourd'hui ont des impacts d'un point de vue environnemental. Je ne sais pas si vous le connaissez, celui-là, moi je l'utilise souvent quand je fais des animations, fresques du climat ou ateliers d'automne. C'est un diagramme qui a été publié par le bureau d'études, enfin le think tank Carbone 4, qui permet de chiffrer les impacts d'un point de vue carbone dans la consommation, dans le mode de vie en tout cas moyen d'un Français en 2019, mais aujourd'hui ces données sont toujours d'actualité. Et en fait, on se rend compte que sur ce diagramme-là, on voit que ce qui va être le plus impactant d'un point de vue environnemental, c'est en premier lieu le déplacement. Mais ça, c'est lié aussi à plein de raisons. Et on a des zones aujourd'hui, notamment en région rurale, ou qui ne vont pas disposer d'infrastructures ou de services ou d'offres, en tout cas de déplacement public. Et donc, il y aura une obligation de prendre la voiture. Et on a aussi en dépenses, en comportements qui seront impactants, on a aussi l'alimentation qui suit de près, notamment autour de la viande et la viande rouge. Et on a aussi les consommations, etc. Donc ça permet quand même de visualiser aujourd'hui où se situent les impacts et si je veux avoir des actions impactantes, sur quoi est-ce que je dois me pencher en priorité. Et donc, c'est intéressant en fait de travailler avec des jeunes sur ces données-là pour qu'ils aient des orientations claires sur lesquelles ils peuvent faire des propositions, où ils vont pouvoir aller chercher des solutions en matière de thématiques. Et on a notamment, on le voyait, l'alimentation. Et aujourd'hui, il y a des outils qui existent pour calculer l'impact carbone de l'alimentation. Et il y a l'ADEME qui fait plein de choses sympas quand même, qui sont très, à mon sens, je trouve très pédagogiques. Et je voulais notamment vous montrer, alors attendez, je vais fermer les fenêtres parce que je n'arrive pas. Je voulais vous montrer celui sur l'alimentation. Je vais arrêter mon partage 2 secondes et je vais le remettre tout de suite. Voilà. Donc, vous le connaissez peut-être celui-là, mais en fait, c'est un calculateur qui permet de connaître l'empreinte carbone de ses repas par type d'aliment. Donc là, si on va dans les viandes, par exemple, on voit que le bœuf, c'est vraiment la viande la plus émettrice de gaz à effet de serre, suivi par le veau, le canard. Donc, toutes ces informations-là, ça va aider les jeunes à réfléchir à des actions pour réduire l'empreinte carbone à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle collective. Et donc, voilà, ça peut leur donner des idées sur des propositions autour, par exemple, d'un repas végétarien par semaine, si ce sont des jeunes qui sont encore dans un établissement scolaire, des propositions qu'ils peuvent faire à leur établissement. Ou bien, si ces jeunes-là vont faire les courses avec leurs parents, peut-être qu'ils peuvent aussi progressivement sensibiliser leurs parents à d'autres manières de consommer. Donc, en fait, ça peut vraiment laisser place à plein d'idées. Mais en tout cas, ils partent de cette connaissance de base scientifique sur des données de consommation. Il y a la même chose aussi avec les transports. Sur la mobilité, l'ADEME a aussi fait un site pour calculer l'impact de ces déplacements. Et là encore, ça permet de se dire, bon, ben, voilà, chaque jour, pour me rendre je sais pas moi, au gymnase, je fais 5 km, mais du coup, mes parents me déposent en voiture. Donc, quand je vais en voiture, je vois que on émet 0,7 kg de CO2. Et bon, ben, si en fait je décidais d'y aller à pied, là, j'émettrais 0 kg. Donc, ça me permettrait d'économiser. Donc, voilà, ce sont des comparatifs, encore une fois, qui permettent de privilégier une action plutôt que l'autre, quand c'est possible, bien entendu et de vraiment donner cette information-là aux jeunes pour qu'ils s'en saisissent et qu'ils puissent proposer des actions qui sont impactantes. Et en fait, ce que Dalia Benoît rappelle, et elle en parle notamment dans le webinaire qu'on a mis sur le MOOC, c'est vraiment en tant qu'adulte, entre guillemets, le rôle, ça va pas être de faire pour les jeunes ou à la place des jeunes, mais ça va être vraiment de leur apporter des compétences
en matière de comment mobiliser un budget, comment aller solliciter un élu. Enfin voilà, c'est apporter ces compétences techniques complémentaires pour tout simplement donner vie aux propositions des jeunes. Voilà, sur ça. Un autre dispositif qui permet d'avoir aussi de l'impact dans ces actions et qui peut intéresser les jeunes, ce sont les sciences participatives, que vous connaissez peut-être. Les sciences participatives, ce sont des programmes d'observation qui ont pour objet de récolter des données qui sont envoyées à des scientifiques ou à des associations qui disposent de laboratoires. Et l'objet de ces programmes d'observation, c'est d'avoir une meilleure connaissance de la biodiversité de son territoire en tant que citoyen, mais aussi pour les scientifiques. Et tout ça, ça se fait dans le respect d'un protocole scientifique. Pour que les données soient valides, il faut que tout soit fait de manière uniforme. Voilà, il faut que les personnes qui récoltaient ces données les fassent de la même manière. Donc, il y en a sur plein de sujets. Il y a un site qui a été créé par le Muséum national d'histoire naturelle qui s'appelle Open. Et sur ce site-là, vous avez à peu près 200 observateurs différents. Vous pouvez travailler à la fois sur les enjeux de la montagne, sur le littoral, sur la forêt. Enfin, vraiment, il y en a pour tous les goûts. Et en fait, l'intérêt, c'est vraiment de rendre les personnes, en tout cas les citoyens, vraiment acteurs de la préservation de la biodiversité, en allant eux-mêmes récolter les données, en les envoyant aux scientifiques. Ça permet aussi aux citoyens de mieux s'informer sur la biodiversité qu'ils peuvent trouver à proximité de chez eux. Par exemple, moi, je sais que je vais souvent me balader dans des parcs à Paris et il y a plein d'oiseaux. Parfois, je me demande qu'est-ce que c'est comme espèce. Donc, ça permet aussi d'être plus familier avec cette biodiversité, peut-être avoir plus envie de la préserver. Et enfin, ça donne aussi du poids pour des chercheurs qui vont être plus en mesure de savoir si telle ou telle espèce est menacée, si elle revient plus tôt, à quoi c'est dû, est-ce que c'est dû aux effets du changement climatique. Ce sont des choses aussi qui peuvent mobiliser dans le cadre d'échanges, par exemple, avec des élus sur des programmes de préservation de la biodiversité. Là, je faisais un focus sur un programme de sciences participatives, mais comme je vous disais, il y en a plein. Lui, en l'occurrence, c'est un programme sur l'observation d'oiseaux de jardin qui permet de compter les oiseaux qui vont venir dans son jardin sur un temps donné et être en mesure aussi d'identifier quelles sont les espèces qui seront observées. Une avant-dernière piste, c'est former les professionnels à l'éco-anxiété. Donc ça, c'est quelque chose qui est ressorti dans l'étude qu'on a menée auprès des travailleurs jeunesse notamment. Donc aujourd'hui, les travailleurs jeunesse, ils se sentent moyennement en confiance par rapport à leur capacité à aider les jeunes qui souffrent d'éco-anxiété. Et plus de 80% d'entre eux n'ont pas reçu de formation sur l'éco-anxiété et indiquent qu'ils aimeraient être formés. Donc avoir une meilleure connaissance aussi du sujet, c'est aussi une manière d'être plus à l'aise et plus outillé pour pouvoir ensuite accompagner des jeunes qui le manifestent. Et enfin, une dernière piste d'action, mais ce n'est pas exhaustif, c'est bien entendu d'impliquer différents acteurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie de rappeler tout au long du projet, où l'éco-anxiété, c'est pas un problème, c'est pas un enjeu individuel, même si c'est ressenti individuellement, ça s'inscrit quand même dans un contexte global, avec des enjeux environnementaux globaux qui sont causés par des comportements qui sont collectifs globaux. Donc finalement, c'est important que cette réponse elle soit formulée non pas à l'échelle de l'individu uniquement, mais que, bien entendu, plein d'acteurs soient associés, comme les parents, l'école, les collectivités, les espaces où les jeunes se socialisent, etc. Il est 58, je vais m'arrêter là. Est-ce que vous avez des retours, des questions? Est-ce que Est-ce que vous vous dites là, vous avez envie d'essayer des choses avec des jeunes, voilà. Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose à l'issue de cette présentation? Moi, je veux bien dire quelque chose parce que j'ai pas beaucoup de temps après, je dois partir. D'abord, merci beaucoup, c'était super construit, super intéressant.
bravo pour tout ce travail, franchement. Et peut-être moi, bon, je ne suis pas dans la même situation, je suis plutôt en deuxième ligne, je dirais, je forme des gens, voilà. Et peut-être par rapport à la formation professionnelle, je pense que l'enjeu, c'est aussi qu'ils aient des espaces où ils puissent partager ce qu'ils ressentent. C'est pas juste une formation théorique, bien sûr. Donc c'est dans la manière de concevoir la formation qu'il y a aussi une attention à porter, à la fois à la dimension vraiment, je dirais, de partage, de ressenti ou d'opinion même, et aussi le lieu, puisque moi je fais ça par exemple à l'extérieur, ce qui permet de combiner aussi avec Oui, des temps en nature. Voilà. Bon, donc, carrément. je donne juste Mm. mon petit grain de petite pierre à l'édifice. Voilà, en tout cas. Merci beaucoup, Je Claire. reste Ouais. en lien avec, de toute façon, avec la Ligue au niveau de l'Oise, et puis on verra. Je ferai le lien. Merci Ça marche. Claire. Merci. J'ai trouvé ça aussi, je peux prendre la parole? Oui, J'ai trouvé ça aussi très intéressant et ça donne envie voilà, de s'investir et voilà, de s'approprier les documents et puis de voir avec les professionnels de la jeunesse, parce que nous, on fait de la formation aussi et on travaille aussi avec pas mal de jeunes, donc de voir un petit peu comment on peut mettre ça en place. Euh, j'ai trouvé aussi pertinent voilà, sur les sciences participatives, parce que bon, nous, on est en Corse. Et la problématique du climat aussi, on voit voilà, il y a pas mal de changements. Nous, le littoral est beaucoup ben, emporté quoi, au fur et à mesure. Voilà, il y a de plus en plus de tempêtes. Donc, on a pas mal de problématiques là-dessus. Et, et on travaille aussi beaucoup sur avec les jeunes sur la biodiversité marine. Donc, voilà, avoir voilà, des passerelles qu'on pourrait faire avec ça. Donc, on va y réfléchir et voilà, essayer de voir un petit peu le MOOC et voilà, tous les outils, puis voir comment on pourrait mettre en œuvre travailler sur cette thématique. merci beaucoup, Muriel. Ben, Et merci à toi. j'ai pas entendu ce travail que vous menez avec avec vos publics sur la biodiversité marine. Est-ce que ce sont des outils que vous utilisez via les sciences participatives? Est-ce que vous travaillez avec des associations? Alors, on travaille avec des associations et on travaille en fait aussi sur des programmes de solidarité internationale. Et là, on travaille avec la Tunisie, justement, euh, avec une association qui est basée sur les îles Kerkena. Mhm. Et voilà, on a un travail qui mêle voilà, biodiversité marine et solidarité internationale avec Hmm, les îles Kerkena, avec des jeunes intéressant. de 15 à 17 ans. Et il y a un partage de connaissances. Et on travaille aussi avec la plateforme scientifique Stellamar, qui est basée à Hmm. Bastia. Voilà, Ok, donc après merci. avoir. Merci à toi. Hmm, intéressant. Je pense qu'il n'y a plus de partage. Merci Léna et merci à toutes et tous. Le webinaire est enregistré. Je vais le mettre sur les chroniques pédagogiques où vous pouvez d'ailleurs retrouver les autres webinaires. Je vais mettre le lien dans le chat. Voilà, donc vous retrouverez aussi celui-ci d'ici une semaine à peu près. Et bah, merci beaucoup pour votre participation. Encore un grand merci, Léna, pour cette présentation, effectivement, avec plein d'outils et plein de choses à tester et à utiliser. Donc, c'est top. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci aussi à vous pour votre participation et à bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.